Bonjour à tous. J'espère que tout le monde a pu y accéder et consulter la première séance de TP. Donc, comme on avait dit dans la séance précédente, l'objectif de ce premier TP est la création ainsi que la simulation d'un réseau intranet, ou ce qu'on appelle aussi un réseau local, comme dans le cas d'une entreprise. Ceci sous le simulateur Packet Tracer. Après avoir rappelé les notions de base lors de la séance précédente, on va passer au côté pratique. Je présume que vous avez tous installé le simulateur Packet Tracer en version 6.0.1. Donc pour commencer, on va voir l'énoncé du TP. Le TP dit qu'on a à créer une architecture intranet composée de 3 postes clients. Ces postes-là pourront se connecter à un serveur web. Alors pour ce qui est du serveur web, ou ce qu'on appelle aussi un serveur HTTP, est un ordinateur connecté à Internet et sur lequel sont hébergés les sites web qui sont composés de pages HTML que vous consultez souvent sur Internet. La fonction principale d'un serveur web est de répondre aux différentes requêtes des navigateurs Internet, navigateurs web, tels que Firefox, Chrome, Internet Explorer, etc. En deuxième lieu, on doit simuler l'architecture, le réseau créé précédemment. Première des choses à faire, donc lancer votre environnement Packet Tracer. Pour cela, il suffit d'un double clic ou mettre ouvrir avec le bouton droit de la souris. Donc, vous voyez bien l'environnement de Packet Tracer. Donc, ce qu'il faut savoir pour la création et la configuration d'un réseau sous Packet Tracer, il faut toujours se mettre en mode temps réel ou real time. Donc, assurez-vous que vous êtes bien en mode temps réel. Première étape du TP est la création physique du réseau. C'est-à-dire, on va commencer à insérer les équipements demandés un à un. On a besoin de 3 postes clients et on a besoin d'un serveur. Donc, je vais aller dans la zone des catégories. Je vais choisir la catégorie End Devices ou périphériques finaux. J'appuie dessus et je prends un poste ou un ordinateur. À partir de la zone où il y a les équipements. Donc j'appuie dessus, je le prends et je vais aller dans l'espace blanc là. Donc c'est votre espace de création du réseau. Donc je clique. Donc j'ai mon premier poste client. Pour le deuxième poste client, je vais faire pareil. Donc je vais aller dans la zone des catégories. Je vais choisir End Devices. J'appuie, donc je vais choisir aussi un ordinateur. Et je le mets là. Ça serait pareil pour le troisième poste client. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai bien mes 3 postes clients. Donc je peux leur changer de nom. Au lieu de PC0, je vais mettre client 1. Donc cliquez ici, donc là où c'est écrit PC1. Je vous donne la possibilité de modifier. Donc mettez client 2. Et la même chose pour le dernier PC, on va mettre client 3. Comme autre équipement, on aurait besoin d'un serveur. Un serveur, comme on avait dit, il est aussi dans la catégorie End Devices. Donc, je prends un serveur. Donc, c'est celui-là, le serveur. Donc, je le prends et je le mets
là. Donc ça, on avait dit que c'est un serveur web. On va changer le nom. On va mettre serveur web, bien serveur HTTP. Et maintenant, qu'est-ce qui manque? On aurait besoin de mettre les connexions. Pour mettre les connexions, donc, on va y aller dans la catégorie Connections. Là, on va prendre des câbles, c'est-à-dire des connexions. Et avant cela, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cas d'un équipement ou end devices, donc on a, comme je disais, dans le cas d'un end device ou un équipement final, chaque équipement a une seule interface de branchement, c'est-à-dire que je peux relier à un équipement, un seul équipement, c'est-à-dire que pour le serveur, je peux le relier à un seul client à la fois. Alors que dans l'énoncé du TP, on dit que chacun des postes doit se connecter au serveur web. Donc si j'essaie de prendre un câble et le relier au serveur web, regardez, il y a une seule interface. Donc si je relie ça et je voudrais relier le deuxième client, il serait impossible de relayer, c'est-à-dire il n'y a plus d'interface. Et d'où la nécessité d'utiliser ce qu'on appelle le switch ou commutateur. Donc je vais essayer de supprimer ces connexions-là. Donc voilà. Donc dans ce cas, on a dit qu'on aurait besoin d'un switch ou ce qu'on appelle commutateur. Pourquoi? Parce que le commutateur possède plusieurs interfaces sur lesquelles on peut connecter ou brancher plusieurs autres ordinateurs ou plusieurs autres équipements. Et donc, à partir de là, on pourrait brancher les 3 clients au serveur. En fait, c'est un peu le principe du switch, c'est un peu comme le switcher qu'on utilise pour la télévision. Si on veut, par exemple, brancher 3 assiettes paraboles à une télé, on a tendance à utiliser un switcher auquel on branche les paraboles et puis de la sortie du switcher, c'est-à-dire la sortie du switcher sera branchée à la télévision. Donc c'est le même principe ici pour les PC et le serveur. Donc pour avoir le switcher, on va y aller on va y aller dans la catégorie switches. Donc cliquez dessus et on choisit ce switch là. Donc on le branche. Et puis maintenant on va passer. Donc vous pouvez voir le nombre d'interfaces que possède le switch. Regardez bien. Donc vous voyez, donc on peut brancher autant d'équipements ou de PC qu'on veut. On va aller maintenant pour les connexions, on va aller dans la catégorie Connections. Et on aurait à choisir un câble droit. Pourquoi un câble droit? Parce qu'on va brancher les PC qui sont de catégorie End Devices au switch qui est de catégorie Switches. Comme on est sur 2 catégories différentes, donc on va utiliser un câble droit et non pas un câble croisé. Si c'était PC directement au serveur, on aurait choisi le câble croisé parce qu'ils sont de la même catégorie. Comme on va brancher ordinateur vers switch qui sont de catégories différentes et de switch vers serveur qui sont de catégories différentes, on va utiliser un câble droit. Donc je vais brancher le câble depuis le client 1 vers le switch
je choisis la première interface par exemple. Je vais faire pareil pour le deuxième client. Donc je vais prendre un câble droit, je le branche et puis je choisis une interface au niveau du switch. Par exemple l'interface 2. Il faut savoir que je peux choisir l'interface que je veux. Et puis pareil pour le client 3. Je branche le câble vers le switch, je choisis l'interface 3. Et puis maintenant, je dois brancher la sortie du switch vers le serveur. Donc je prends un câble droit, je choisis l'interface 4 vers le serveur. Vous voyez, le serveur a aussi une seule interface. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai bien trois postes clients qui sont reliés à un serveur, un serveur web. On a dit qu'on a utilisé le switch pour permettre à ces trois clients-là d'être reliés au serveur. Donc après avoir inséré tous les équipements dont on aurait besoin, on doit passer à la phase de configuration. Pourquoi? Parce que les équipements tels qu'ils sont, ils ne peuvent pas communiquer. La seule chose qu'on a fait, c'est la création physique, c'est-à-dire relier les équipements physiquement. Une petite remarque que je veux vous faire pour savoir que vous avez fait une bonne création, c'est-à-dire que vous avez bien créé votre réseau. Il faut que vous voyez là, les points qui étaient rouges, ils doivent devenir verts, comme vous voyez là. Donc, la deuxième étape du TP est l'étape de configuration du réseau. Avant cela, il faut toujours penser à sauvegarder votre travail. Pour cela, je vous conseille de créer un dossier sur votre disque dur. Vous allez appeler Packet Tracer Workspace par exemple. Et ceci va vous servir d'espace où vous sauvegardez tous vos travaux sur Packet Tracer. Et puis, vous pouvez aussi ouvrir vos TP déjà sauvegardés. Donc, pour cela, je vais vous faire une petite illustration. Je vais aller par exemple sur le disque D. Je vais créer un dossier. Donc, que je vais appeler Packet Tracer, par exemple, Workspace. Voilà. Donc, c'est là que je vais sauvegarder tous mes TP. Donc, on va y aller dans Packet Tracer. On appuie sur File, ici. File, et on va mettre Save As, c'est-à-dire enregistrer sous. Il va me proposer, donc moi je l'ai mis dans le D. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Donc c'est là, Packet Tracer Workspace. Et là, je vais donner un nom à mon TP. Je vais l'appeler par exemple TP 1. Et je clique sur Enregistrer. Donc voilà, mon TP est bien enregistré au niveau du disque D dans le dossier Packet Tracer Workspace. Donc pour la configuration du réseau, on doit identifier toutes les machines du réseau, ou bien tous les équipements du réseau de façon unique, comme on avait dit dans la séance précédente, que chaque équipement au niveau du réseau est identifié de façon unique, qui veut dire on va donner une adresse IP à chacune des machines qui sont sur le réseau. Alors, on suppose que l'adresse globale du réseau, c'est-à-dire ce réseau-là, est l'adresse 192.168.1.0. Le tout /24, c'est-à-dire que les 24 premiers bits
ce sont les bits de la partie ou la portion réseau, et les 8 bits restants sont les bits dédiés à la partie machine. Alors pour que j'oublie pas cette adresse là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une note au niveau de mon réseau. Je vais aller dans l'espace des outils, je prends note, donc je vais placer une note ici. Je vais mettre adresse réseau 192.168.1.0. Je vais mettre slash 24. Alors ça, c'est juste une note pour moi, pour que j'oublie pas sur quel réseau je suis. Voilà. Et donc, on a dit qu'on suppose que l'adresse globale du réseau est celle-là. Donc, on a dit 24 bits pour la partie réseau et 8 bits restants pour la partie machine. Comme on a 8 bits pour la partie machine, donc je peux avoir 2 à la puissance 8 adresses possibles. C'est-à-dire 2 à la puissance 8 adresses machines possibles que je peux donner à mes équipements. Donc, aussi une petite remarque, donc j'ai dit 2 à la puissance 8, mais à chaque fois, ce qu'il faut retenir, on met toujours moins 2, c'est-à-dire moins 2 adresses. Pourquoi? Une, c'est l'adresse réseau. L'adresse réseau, on ne doit pas l'affecter ou l'attribuer à une machine. Et deuxième chose, ce qu'on avait vu dans la séance précédente, ce qu'on appelle l'adresse de diffusion. On n'a pas le droit de donner une adresse de diffusion à une machine particulière. Donc je récapitule. L'adresse réseau ou l'adresse de mon réseau est la 192.168.1.0/24. J'ai dit, cela veut dire que les 24 premiers bits sont attribués à la portion réseau et les 8 bits restants sont attribués à la partie machine. Comme j'ai 8 bits pour la partie machine, ceci veut dire que j'ai la possibilité d'adresser 2 à la puissance 8 machines possibles. Mais, on a ce qu'on appelle des adresses particulières. L'adresse réseau, qui est la point 0, là où j'ai que des zéros partout dans la portion machine, je n'ai pas le droit de la donner à une machine. Et on a aussi ce qu'on appelle l'adresse de diffusion, où la portion réseau, ou dans la portion réseau, on va mettre des 1 partout. Celle-là aussi, on n'a pas le droit de l'affecter ou l'attribuer à une machine du réseau. Donc, ni des zéros partout dans la partie machine, ni des 1 partout. C'est pour ça qu'on dit qu'on a 2 à la puissance 8 moins 2 adresses possibles qu'on peut adresser au niveau de notre réseau. Donc, on revient à notre réseau. Donc, on a 3 postes clients et on a un serveur. On doit donner une adresse IP à chacune de ces machines-là. Donc, pour ce qui est de 2 à la puissance 8 moins 2, c'est-à-dire que la plage des adresses possibles que je peux utiliser pour adresser ces machines-là est de 192.168.1.1 jusqu'à 192.168.1.254. Donc, c'est tout cet intervalle-là que je peux utiliser. Donc, on va commencer par le serveur. Pour configurer le serveur, c'est-à-dire lui donner une adresse, on n'a qu'à faire un clic. Donc, cliquez sur votre serveur avec le bouton gauche de la souris. Et puis, dans cette fenêtre-là,
qui apparaît sur l'écran, on va choisir l'onglet Desktop. Une fois que vous avez eu ça, vous allez dans IP Configuration, c'est-à-dire que c'est là où vous allez configurer les adresses IP. Cliquez dessus. Vous aurez cette interface-là. On a dit qu'on doit donner ou attribuer une adresse IP à notre serveur. Je vais dire par exemple, pour l'adresse IP, je vais mettre 192.168.1.10 par exemple. Alors moi je choisis 10, quelqu'un d'autre pourrait choisir .1. Mais pour ce qui est de 192.168.1, vous êtes obligé de mettre ça. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le serveur se trouve sur le réseau qui a pour adresse 192.168.1.0. Donc ici, j'ai choisi .10 pour le serveur. Et puis, il y a une zone, c'est écrit Subnet Mask, c'est-à-dire le masque de sous-réseau. Cliquez dans cet espace blanc. Là, c'est le masque de sous-réseau par défaut qui va s'afficher. Donc, c'est le 255.255.255.0. C'est pas à vous de le saisir, mais elle est donnée automatiquement. Donc, c'est pour ça que j'ai dit l'adresse du réseau /24. Les 24 premiers bits dans ce cas sont à 1 et les 8 bits restants sont à 0. C'est pour ça qu'il nous a donné ce masque-là. Donc, c'est un masque par défaut. Une fois c'est fait, je ferme. Et puis maintenant, on va passer à la configuration des PC. On fait la même chose. Donc, pour donner une adresse IP, pour le premier client, je clique dessus avec le bouton gauche de la souris. Je vais choisir l'onglet Desktop. Et puis, je vais appuyer sur IP Configuration. C'est là que je vais configurer l'adresse de mon poste client. Je vais cliquer dans IP adresse pour mettre l'adresse de cette machine. Donc, je vais dire c'est 192.168.1.1 par exemple. Et puis, je vais aller dans l'espace Subnet Mask au masque de sous-réseau. J'appuie dessus. Et là, c'est le masque de sous-réseau par défaut que j'ai. Vous voyez bien que c'est le même masque par défaut donné pour le serveur, ce qui est normal parce qu'ils sont sur le même réseau. Une fois je termine, je ferme. Je vais faire pareil pour le client 2. Donc, je vais lui donner l'adresse 192.168.1.2 et je vais aussi cliquer sur masque de sous-réseau pour avoir le masque par défaut. La même chose pour le client 3. Je clique, je choisis Desktop IP Configuration et j'appuie. Donc je vais choisir l'adresse 192.168.1.3. Et aussi, on n'oublie pas de cliquer sur le masque de sous-réseau. Et puis, je ferme. Une petite parenthèse. Je vous conseille de toujours mettre une note au niveau de vos équipements et écrire ou mentionner l'adresse IP que vous avez donnée. Comme ça, alors dans le cas d'un petit réseau, vous allez me dire que vous allez vous rappeler des adresses que vous avez données. Mais il faut savoir que dans le cas d'un grand réseau, vous ne pourrez pas vous rappeler de toutes les adresses. Donc, je vais faire ça pour avoir une bonne habitude ou une bonne méthode de travail. Donc, je vais appuyer sur note. Je prends une note, je mets ici. Donc, l'adresse IP que j'ai donnée ici est la 192.168.1.10. J'ai dit que ça va me servir juste pour me rappeler à chaque fois de ce que j'ai donné comme adresse. L'adresse IP est
192.168.1.1. Je fais pareil pour les autres clients. Deux. Et pour le troisième client, je fais de même. Et donc 192.168.1.3. Donc voilà, j'ai toutes les informations. Et il ne faut pas oublier d'enregistrer à chaque fois pour ne pas perdre les modifications. Donc je clique sur File, Save pour que ça s'enregistre. Une fois on a identifié toutes les machines du réseau, maintenant on doit passer à la configuration du serveur, parce que le serveur tel qu'il est, et il est neuf, c'est-à-dire et il ne sait pas s'il doit faire le travail d'un serveur web ou autre chose. Donc c'est à nous de l'activer en mode web, c'est-à-dire en mode serveur HTTP. Donc je clique sur mon serveur et puis je vais aller dans l'onglet config. Et regardez ici ce que vous avez dans la partie service. Vous avez les différents services que peut avoir votre serveur. Pour notre cas, on a dit qu'on a besoin d'un serveur web, un serveur HTTP, c'est-à-dire là, je vais choisir le service HTTP, cliquer sur HTTP. Et il faut le mettre en mode on. Dans mon cas, il est déjà en mode on, mais il faut l'activer. Si c'était en mode off, il faut le faire passer en mode on. Donc si c'est fait, donc vous fermez. Donc une fois on a fait toutes les configurations, l'étape 3, on va tester la connectivité du réseau, c'est-à-dire voir le fonctionnement du réseau ou la connectivité entre le serveur et les PC. La première façon, alors il existe plusieurs façons de tester la connectivité. La première façon de faire est d'utiliser ce qu'on appelle la commande ping. Alors la commande ping, c'est un petit peu comme le bouton appeler sur votre téléphone. C'est-à-dire si je veux, par exemple, si j'ai une nouvelle puce, pour voir si cette puce-là est fonctionnelle, j'essaie d'appeler avec. Soit j'appelle le service client de mon opérateur, soit j'appelle un numéro. Donc, je mets le numéro et puis j'appuie sur le bouton appeler pour voir si ma puce téléphonique est fonctionnelle. C'est la même chose ici. Donc, j'ai ce qu'on appelle la commande ping qui me permet de tester la connectivité. Donc, pour essayer, donc je vais aller par exemple dans le PC client 1. Je clique dessus et je choisis l'onglet desktop et je vais aller dans ce qu'on appelle command prompt. Là, c'est ce qu'on appelle l'invite de commande. Vous voyez bien que ça clignote. Je vais écrire ici ping, c'est-à-dire le nom de la commande. Ping, mais ping quoi? C'est ping le destinataire que je veux, c'est-à-dire l'adresse de destination ou l'équipement avec lequel je veux tester ma connectivité. J'ai dit c'est comme l'appel téléphonique. Je veux tester la puce de mon téléphone. Donc je mets le numéro et je fais appeler. Ici je fais ping et je donne l'adresse de destination. Ici on veut tester la connectivité du PC avec le serveur. Donc je mets ping et je mets l'adresse de mon serveur. L'adresse de mon serveur est bien celle-là.
Donc je vais l'écrire. Ping 192.168.1.10 et j'appuie sur Entrée. Regardez qu'on reçoit 4 paquets ou 4 messages en réponse indiquant l'établissement de la connexion entre le client et le serveur. Regardez, j'ai envoyé 4 paquets, j'ai reçu 4 paquets, ce qui veut dire que j'ai bien 2 équipements qui sont connectés, qui peuvent communiquer entre eux, le client 1 avec le serveur web. Et dans Lost, c'est-à-dire Lost c'est égal à 0, c'est-à-dire que je n'ai aucune perte. Cela veut dire que j'ai la connexion entre le client 1 et le serveur web est bien effectuée. Vous allez voir, on peut tester aussi avec le client 2. Donc j'appuie sur client 2, command prompt et j'écris ping 192.168.1.10. J'appuie sur entrée. La même chose, donc 4 paquets sont envoyés, 4 paquets sont reçus. Il n'y a aucune perte lors de la communication. Donc la ligne ou la connexion est bien effectuée entre le client 2 et le serveur web. Ça, c'est la première méthode pour tester la connexion ou la connectivité entre vos clients et le serveur web. Il n'y a pas que ça. Il y a une autre possibilité. Il est possible de tester la connectivité en passant par l'outil Add Simple PDU. Ici. Donc, c'est un outil offert par Packet Tracer. Donc, je vais vous illustrer ça. Donc, j'appuie sur Add Simple PDU. Je vais aller au niveau du client. Je vais appuyer pour mettre le message. Et puis, je vais mettre aussi le message au niveau du serveur web. C'est assez comme dire que ce message-là qui est au niveau du client doit y arriver au serveur. Regardez. Donc, regardez en bas, c'est affiché successful. C'est-à-dire que la connectivité entre la source qui est client 1 et la destination qui est serveur web est bien effectuée. Je peux tester ça aussi avec le client 2. J'appuie sur Add Simple PDU, j'appuie sur client 2 et j'appuie sur le serveur web. Vous voyez bien que c'est écrit Successful. La connectivité entre le client 2 et le serveur web est bien effectuée. C'est-à-dire que c'est comme si le PC ou le client envoie un ping au serveur. Si la connectivité est réussie, celui-ci répond avec... Donc, le client envoie un ping ICMP Echo Request, c'est comme une demande au serveur. Et si la connectivité est bien réussie, celui-ci ou le serveur répond avec un ICMP Echo Response, c'est-à-dire il va répondre avec une réponse. Le successful est affiché pour dire que cette connectivité est bien effectuée. Pour ce qui est du ICMP, ou ce qu'on appelle Internet Control Message Protocol, il s'agit d'un protocole responsable de vérifier la connectivité dans le réseau et de gérer les erreurs de transmission. C'est-à-dire quand la transmission est bien effectuée, un succès est affiché.
Dans le cas où il y a des erreurs, c'est ce protocole-là qui va les gérer. Il va vous afficher les erreurs qu'il y a sur votre réseau. Donc, il n'y a pas que ces deux méthodes-là, il en reste encore d'autres méthodes pour tester la connectivité. Donc, je vous laisse le temps de faire ça et de bien digérer ça. Et puis, lors de la séance prochaine, on va voir les méthodes restantes et on va voir aussi le côté simulation. Donc, essayez de faire ce que je viens de faire lors de cette séance-là. Essayez de le reproduire aussi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais faire en sorte de répondre à toutes vos questions. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine séance.